On a la chance d'avoir un cadre de vie aussi magnifique. C'est extraordinaire. On est bien, mais il faut s'en occuper. C'est un patrimoine qui nous demande beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ouvre une porte en changeant de pièce, eh ben, j'ai l'impression de tourner une page d'un livre d'histoire. Et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait fantastique. Très très vite, on s'est senti bien dans cette maison. On y est très heureux. On vit à l'unisson de la maison et c'est vrai que la maison nous habite plus qu'on l'habite. Propriétaire, héritier passionné d'histoire, il partage l'amour de la pierre et des grands espaces. Un conte de fées ou une charge incommensurable. Mais comment vivent-ils la vie de château en Val-de-Loire ? Je suis né, j'ai vécu, j'ai travaillé à Paris intramuros. Et en fait, ici, c'est génial, c'est le paradis. C'est un engagement permanent, de l'énergie, du temps et de la joie, parce qu'on voit que ça progresse. Et alors, tailler les haies, c'est génial, parce qu'on voit le résultat tout de suite. Là, au moins, on se dit, tiens, c'est bien, j'ai œuvré. Philippe Rimbaud-Joffard a réalisé le rêve de sa vie. Racheter le château de famille, construit par l'un de ses ancêtres en pleine Sologne. C'était il y a 10 ans déjà, et à l'époque, le château n'était pas vraiment à vendre. Les 7 héritiers hésitaient à s'en séparer, jusqu'au jour où Philippe a pu les convaincre en partageant son histoire familiale. Là, vous voyez, donc c'est une photo qui a été prise ici, et en fait, le monsieur dans le hamac est le grand-père de mon grand-père. C'est une photo donc, qui date des années entre 1890 et 1900. C'est lui le constructeur, ici, du château de Bafou actuel. Le jour de l'acquisition définitive, Elle est bien d'ailleurs cette photo. l'émotion était grande pour Philippe. Au moment de la signature, j'ai pensé à mon grand-père qui, lui, venait en vacances ici, chez ses grands-parents. Il a vu la maison sortir de la famille, alors qu'il voulait, lui, continuer. Il l'a vu sortir, et je pense que de là-haut, il était content, au moment de la signature, de voir son petit-fils qui reprenait. Ça fait déjà 10 ans, quand on a pris, on savait qu'il nous faudrait du temps pour remettre la maison en état. Et puis, mais tout de suite, on a trouvé nos marques, on s'y est tout de suite senti bien, même si au début, il y avait effectivement pas l'électricité, pas l'eau, on a campé. Mais très très vite, on s'est senti bien dans cette maison. Un petit moment de détente ? Complètement. C'est une petite Madeleine pour moi, la guitare. Ça fait un moment que je joue et bonne façon de tout oublier. Non pas qu'on ait trop de soucis, mais quand même, c'est une façon de s'échapper. J'adore ça. Parfois, avoir un patrimoine comme ça peut nous empêcher de faire certaines choses, de partir. Voilà. Les investissements financiers qu'on peut y consentir font qu'il y a une notion de sacrifice. Mais on oublie vite avec la qualité de vie que ça nous apporte. Quelque part en Touraine, Robin Dutot, lui, n'a pas choisi d'acheter ce château. Il l'a hérité. Et pas seulement le château 18e siècle, mais de l'ensemble du domaine avec ses 150 hectares de bois. On est extrêmement content d'être au Grand Air. Il n'y a pas meilleur style de vie pour nous que ça. C'est génial. Et on a un peu ça dans notre ADN. Une forêt de chênes, souvent centenaire, une forêt entretenue et exploitée avec une certaine mesure pour un revenu complémentaire. On ne va pas en faire un terrain complètement déboisé, donc on prélève avec parcimonie. C'est aussi ça le travail de l'expert forestier. Les revenus peuvent changer un peu en fonction du cours. Il se trouve qu'en ce moment, le cours du bois a beaucoup augmenté, donc on peut arriver à tirer un petit bénéfice. Mais on ne compte pas dessus pour en vivre. Quand est-ce qu'on utilise where? Quand on demande où est-ce que... Ouais. Dans l'ancien corps de ferme, leur maison,
C'est l'heure des devoirs avec Martin, l'aîné des 3 enfants. J'adore aller jouer dans les bois ou faire des cabanes ou alors aussi la chasse. Je peux me déclarer hyper chanceux. Ça, je le dis. Hein. Ça, il y a une chance sur 1 million que je naisse avec un père châtelain. Pour Masha Kern Duto, la maman, originaire des Pays-Bas, la vie de château à la française a été un véritable coup de foudre. Je suis amoureuse de la France. Oui, de France. La nature est magnifique. La région est extraordinaire. Surtout très attachée à la nature, à votre culture. Il y a une certaine élégance et une joie de vivre. Ouais. Le Val-de-Loire regorge de pépites architecturales. Sologne, Touraine, mais aussi plus au sud, comme ici dans le Berry, à Palluau-sur-Indre. Un château médiéval avec sa façade Renaissance. Jean-Roger Morvan, le maître des lieux, est tombé amoureux de cet édifice le jour où il a visité pour la première fois la chapelle avec ses fresques singulières. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être le premier des chrétiens, Jésus, il est né enfant juif. Normalement, c'est le rabbin qui fait l'acte de circoncision. D'accord ? Là, le rabbin, il tend l'enfant à un évêque, et c'est l'évêque qui fait l'acte de circoncision. Sachons bien qu'on est au premier tiers du XVIIe siècle, 1632-1633. Une chose comme ça, c'était parfaitement blasphématoire. La propriétaire de l'époque, Anne de Filippo, avait commandé ses peintures par conviction, mais elle prenait un très grand risque. Autre particularité, la Vierge Marie, représentée enceinte le jour de son mariage avec Joseph. Ce château est un livre ouvert de l'histoire de France. Dans les entrailles de l'édifice, d'autres anecdotes, comme ici, cette ancienne cellule pour prêtres réfractaires après la Révolution. Ils ont fait des autels pour pouvoir continuer à célébrer leur culte. Ils ont mis les dates, 1794, c'est la dernière année, effectivement, où on a pourchassé, entre guillemets, les prêtres réfractaires. Là, certains ont mis leurs noms, les noms qui sont ici. Ils ont laissé ces graffitis. Il faut savoir que, hélas, pour beaucoup, c'était leur dernier passage avant de monter à l'échafaud. Jean-Roger aime la vie de château. Seul dans le silence, il s'approprie les lieux et c'est d'ailleurs pour lui une source d'inspiration. Je sais que je n'ai qu'une vie, mais j'essaie de la rendre plurielle. Au départ, j'ai une grande passion pour la littérature, j'ai une grande passion pour l'histoire. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de savoir quels étaient les personnages qui avaient habité ce château. J'ai trouvé des personnages fantastiques et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais écrire l'histoire, effectivement, de ces personnages. Retour en Sologne, dans la gentilhommière d'Agathe et Philippe. Pour eux, la vie de château est avant tout une vie de travaux. Suite à une infiltration, la totalité des chéneaux a été refaite, 360 degrés tout autour de la bâtisse. C'est un travail qui a été réalisé seulement cette année. Aujourd'hui, la maison est complètement hors d'eau. Il nous reste maintenant à refaire les pièces qui ont pris l'eau. Dès qu'on a terminé à un endroit, c'est ça qui est génial, c'est qu'on doit commencer ailleurs. Donc ça s'enchaîne, c'est un puits sans fond, c'est ça qui est formidable. Donc je me dis, dans 2 ou 3 générations, on aura terminé. Dans le hall d'entrée, Agathe se démène comme elle peut, avec une certaine dextérité. La maison, c'est mon domaine, et voilà mon instrument de travail favori pour faire la chasse aux araignées qui ne manquent pas dans la maison. Alors on dit que c'est bon signe, c'est signe que la maison est saine, mais du coup elles sont très présentes et me donnent beaucoup de travail. Si le rez-de-chaussée est aujourd'hui confortable et coquet, à l'étage, certaines pièces ont particulièrement souffert de l'infiltration d'eau. La vie de château, c'est la vie de travaux. Donc les travaux partout, tout le temps, toujours. L'eau est passée par le 2e étage, a traversé le plafond. Donc là, on le voit sur une pièce, mais d'autres pièces sont
dans le même état, plus ou moins dégradé. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait quand même tout repeint. Et c'était propre, c'était impeccable. Vous voyez, ça... Et là, Philippe, le moral, il en prend pas un coup, là? Non. Non, parce que ça fait partie du jeu. Hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, c'est la maison qui nous avertit, qui nous dit, dites, j'ai un peu mal à la tête, quoi. Faut s'occuper de moi. Donc on s'occupe d'elle. Peu importe l'époque, la situation géographique ou encore la nature des travaux, posséder un château, c'est s'exposer à des dizaines de milliers d'euros de dépenses par an. Pour tenter d'équilibrer le budget, en Touraine, Macha et Robin louent 3 gîtes pittoresques, un dans le corps de ferme et 2 dans le château. Nous avons une clientèle souvent anglo-saxon. Ils adorent l'idée de vivre dans un château et visiter du château. C'est le vrai charme. C'est très important de faire vivre tous ces bâtiments vides. Ça s'abîme très vite. Il faut quand même chauffer, donc autant qu'il y a du monde dedans. Dernier projet en date, la réhabilitation de l'orangerie avec une grande piscine pour les locataires des gîtes. Vous imaginez un joli sauna en bois, à côté une douche nordique et de l'autre côté, on va pouvoir recevoir du public. On voudrait accueillir des entreprises qui veulent organiser des événements. Des perspectives de rentrée d'argent indispensables pour préserver, pas à pas, l'édifice familial. Avec son pigeonnier remarquable, datant de 1605, classé aux monuments historiques. C'était le point d'origine du domaine parce qu'au début du XVIIe siècle, il était dans une cour de ferme. C'était une ferme un peu noble, une métairie, et il servait à cette époque-là presque de marqueur social. Faire une exploitation rationnelle de ce site, c'est anticiper les dépenses qu'on aura, non pas dans l'année, mais c'est presque des plans quinquennaux. Alors on regarde ce qui ne va pas, on fait des priorités. Inexorablement, le temps s'écoule. Inexorablement, les générations se transmettent le flambeau. La pierre, elle, traverse les siècles, de dépositaire en dépositaire, habitée par l'histoire.